Le vicomte de Bragelonne, partie 55 du livre audio, chapitre 233. Monsieur de Beaufort. Le prince se retourna au moment où Raoul, pour le laisser seul avec Athos, fermait la porte et s'apprêtait à passer avec les officiers dans une salle voisine. « C'est là ce jeune garçon que j'ai tant entendu vanter par monsieur le prince ?» demanda monsieur de Beaufort. « C'est lui, oui, monseigneur. »« C'est un soldat. Il n'est pas de trop. Gardez-le, comte. »« Restez, Raoul, puisque monseigneur le permet, » dit Athos. « Le voilà grand et beau, sur ma foi, » continua le duc. « Me le donnerez-vous, monsieur, si je vous le demande ?»« Comment l'entendez-vous, monseigneur ?» dit Athos. « Oui, je viens ici pour vous faire mes adieux. »« Vos adieux, monseigneur ?»« Oui, en vérité. N'avez-vous aucune idée de ce que je vais devenir ? Mais ce que vous avez toujours été, monseigneur, un vaillant prince et un excellent gentilhomme. Je vais devenir un prince d'Afrique, un gentilhomme bédouin. Le roi m'envoie pour faire des conquêtes chez les Arabes. Que dites-vous là, monseigneur ? C'est étrange, n'est-ce pas ? Moi, le Parisien par essence, moi qui ai régné sur les faubourgs et qu'on appelait le roi des Halles, je passe de la place Maubert au minaret de Djeli. Je me fais de frondeur aventurier. Oh, monseigneur, si vous ne me disiez pas cela, ce ne serait pas croyable, n'est-il pas vrai ? Croyez-moi, cependant, et disons-nous adieu. Voilà ce que c'est que de rentrer en faveur. En faveur ? Oui, vous souriez ? Ah, cher comte, savez-vous pourquoi j'aurais accepté ? Le savez-vous bien ? Parce que votre Altesse aime la gloire avant tout. Oh non, ce n'est pas glorieux, voyez-vous, d'aller tirer le mousquet contre ces sauvages. La gloire, je ne la prends pas par là, moi, et il est plus probable que j'y trouverai autre chose. Mais j'ai voulu, et je veux, entendez-vous bien, mon cher comte, que ma vie est cette dernière facette, après tous les bizarres miroitements que je me suis vu faire depuis 50 ans. Car enfin, vous l'avouerez, c'est assez étrange d'être né fils de roi, d'avoir fait la guerre à des rois, d'avoir compté parmi les puissances dans le siège, d'avoir bien tenu son rang, de sentir son Henri IV, d'être grand amiral de France, et d'aller se faire tuer à Djeli, parmi tous ces Turcs, Sarrasins et Mauresques. Monseigneur, vous insistez étrangement sur ce sujet, dit Athos, troublé. Comment supposez-vous qu'une si brillante destinée ira se perdre sous ce misérable éteignoir ? Est-ce que vous croyez, homme juste et simple, que, si je vais en Afrique pour ce ridicule motif, je ne chercherai pas à en sortir sans ridicule ? Est-ce que je ne ferai pas parler de moi ? Est-ce que, pour faire parler de moi aujourd'hui, quand il y a monsieur le prince, monsieur de Turenne et plusieurs autres, mes contemporains, moi, l'amiral de France, le fils de Henri IV, le roi de Paris, j'ai autre chose à faire que de me faire tuer ? Cordieu, on en parlera, vous dis-je. Je serai tué envers et contre tous. Si ce n'est pas là, ce sera ailleurs. Allons, monseigneur, répondit Athos, voilà de l'exagération, et vous n'en avez jamais montré qu'en bravoure. Peste, cher ami, c'est bravoure que s'en aller aux scorbutes, aux dysenteries, aux sauterelles, aux flèches empoisonnées, comme mon aïeul Saint-Louis. Savez-vous qu'ils ont encore des flèches empoisonnées, ces drôles-là ? Et puis, vous me connaissez, j'y pense depuis longtemps. Et, vous le savez, quand je veux une chose, je la veux bien. Vous avez voulu sortir de Vincennes, monseigneur ? Oh, vous m'y avez aidé, mon maître. Et, à propos, je me tourne et retourne sans apercevoir mon vieil ami, monsieur Vaugrimaud. Comment va-t-il ? Monsieur Vaugrimaud est toujours le très respectueux serviteur de votre Altesse, dit en souriant Athos. J'ai là 100 pistoles pour lui, que j'apporte comme legs. Mon testament est fait, comte. Ah, monseigneur, monseigneur. Et vous comprenez que, si l'on voyait Grimaud sur mon testament,
Le duc se mit à rire, puis, s'adressant à Raoul qui, depuis le commencement de cette conversation, était tombé dans une rêverie profonde. « Jeune homme, dit-il, je sais ici un certain vin de Vouvray, je crois. » Raoul sortit précipitamment pour faire servir le duc. Pendant ce temps, M. de Beaufort prenait la main d'Athos. « Quand voulez-vous faire » demanda-t-il. « Rien, quant à présent, monseigneur. »« Ah oui, je sais. Depuis la passion du roi pour la Vallière. »« Oui, monseigneur. »« C'est donc vrai, tout cela ? Je l'ai connue, moi, je crois, cette petite Lavallière. Elle n'est pas belle, il me semble. »« Non, monseigneur, dit Athos. »« Savez-vous qui elle me rappelle ? Elle rappelle quelqu'un, à votre Altesse ? » ?»« Elle me rappelle une jeune fille assez agréable, dont la mère habitait les Halles. »« Ah ah !» fit Athos en souriant. « Le bon temps, ajouta M. de Beaufort. »« Oui, la Vallière me rappelle cette fille. » »« Qui eut un fils, n'est-ce pas ? » ?»« Je crois que oui, » répondit le duc avec un oubli complaisant dont rien ne saurait traduire le ton et la valeur vocale. « Or, voilà le pauvre Raoul, qui est bien votre fils, hein ? » ?»« C'est mon fils, oui, monseigneur. »« Voilà que ce pauvre garçon est débouté par le roi. Et l'on boude ? Mieux que cela, monseigneur, on s'abstient. »« Vous allez laisser croupir ce garçon-là ? C'est un tort. Voyons, donnez-le-moi. »« Je veux le garder, monseigneur. Je n'ai plus que lui au monde, et tant qu'il voudra rester. »« Bien, bien, répondit le duc. Cependant, je vous l'eusse bientôt raccommodé. Je vous assure qu'il est d'une pâte dont on fait les maréchaux de France, et j'en ai vu sortir plus d'un d'une étoffe semblable. C'est possible, monseigneur, mais c'est le roi qui fait les maréchaux de France, et jamais Raoul n'acceptera rien du roi. » Raoul brisa cet entretien par son retour. Il précédait Grimaud, dont les mains, encore sûres, portaient le plateau chargé d'un verre et d'une bouteille du vin favori de monsieur le duc. En voyant son vieux protégé, le duc poussa une exclamation de plaisir. « Grimaud ! Bonsoir, Grimaud, dit-il. Comment va ?» Le serviteur s'inclina profondément, aussi heureux que son noble interlocuteur. « Deux amis, dit le duc en secouant d'une façon vigoureuse l'épaule de l'honnête Grimaud. Autre salut plus profond et encore plus joyeux de Grimaud. « Que vois-je là, comte ? Un seul verre ? » ?»« Je ne bois avec votre Altesse que si votre Altesse m'invite, dit Athos avec une noble humilité. « Cordieu, vous avez raison de n'avoir fait apporter qu'un verre. Nous y boirons tous deux comme deux frères d'armes. À vous, d'abord, comte. »« Faites-moi la grâce tout entière, dit Athos en repoussant doucement le verre. »« Vous êtes un charmant ami, répliqua le duc de Beaufort, qui but et passa le gobelet d'or à son compagnon. Mais ce n'est pas tout, continua-t-il. J'ai encore soif, et je veux faire honneur à ce beau garçon qui est là, debout. Je porte bonheur, vicomte, dit-il à Raoul. Souhaitez quelque chose en buvant dans mon verre, et la peste m'étouffe, si ce que vous souhaitez n'arrive pas. Il tendit le gobelet à Raoul, qui y mouilla précipitamment ses lèvres, et dit avec la même promptitude. J'ai souhaité quelque chose, monseigneur. Ses yeux brillaient d'un feu sombre. Le sang avait monté à ses joues. Il effraya Athos rien que par son sourire. « Et qu'avez-vous souhaité ?» reprit le duc, en se laissant aller dans le fauteuil, tandis que d'une main, il remettait la bouteille et une bourse à Grimaud. « Monseigneur, voulez-vous me promettre de m'accorder ce que j'ai souhaité ? Pardieu, puisque c'est dit, j'ai souhaité, monsieur le duc, d'aller avec vous à Djidjeli. » Athos pâlit et ne put réussir à cacher son trouble. Le duc regarda son ami comme pour l'aider à parer ce coup imprévu. « C'est difficile, mon cher vicomte, bien difficile, ajouta-t-il un peu bas. « Pardon, monseigneur, j'ai été indiscret, reprit Raoul d'une voix ferme, mais comme vous m'aviez vous-même invité à souhaiter... »« À souhaiter de me quitter, dit Athos. Oh, monsieur, le pouvez-vous croire ? Eh bien, mordieu,
s'écria le duc. Il a raison, le petit vicomte. Que fera-t-il ici? Il pourrira de chagrin. Raoul rougit. Le prince emporté continua. La guerre, c'est une destruction. On y gagne tout, on n'y perd qu'une chose, la vie. Alors, tant pis. C'est-à-dire la mémoire, fit vivement Raoul. C'est-à-dire, tant mieux. Il se repentit d'avoir parlé si vite, en voyant Athos se lever et ouvrir la fenêtre. Ce geste cachait sans doute une émotion. Raoul se précipita vers le comte, mais Athos avait déjà dévoré son regret, car il reparut aux lumières avec une physionomie sereine et impassible. « Eh bien, fit le duc, voyons, part-il ou ne part-il pas? S'il part, comte, il sera mon aide de camp, mon fils. »« Monseigneur » s'écria Raoul en ployant le genou. « Monseigneur » s'écria le comte en prenant la main du duc. « Raoul fera ce qu'il voudra. »« Oh non, monsieur, ce que vous voudrez, » interrompit le jeune homme. « Par la corbleu, » fit le prince à son tour, « ce n'est le comte ni le vicomte qui fera sa volonté, ce sera moi. Je l'emmène. La marine, c'est un avenir superbe, mon ami. » Raoul sourit encore si tristement que, cette fois, Athos en eut le cœur navré, et lui répondit par un regard sévère. Raoul comprenait tout. Il reprit son calme et s'observa si bien que plus un mot ne lui échappa. Le duc se leva, voyant l'heure avancer, et dit très vite. « Je suis pressé, moi, mais si l'on me dit que j'ai perdu mon temps à causer avec un ami, je répondrai que j'ai fait une bonne recrue. »« Pardon, monsieur le duc, » interrompit Raoul. « Ne dites pas cela au roi, car ce n'est pas le roi que je servirai. »« Eh, mon ami, qui donc serviras-tu ? Ce n'est plus le temps où tu eusses pu dire « Je suis à monsieur de Beaufort ». Non, aujourd'hui, nous sommes tous au roi, grands et petits. C'est pourquoi, si tu sers sur mes vaisseaux, pas d'équivoque, mon cher vicomte. C'est bien le roi que tu serviras. » Athos attendait, avec une sorte de joie impatiente, la réponse qu'allait faire, à cette embarrassante question, Raoul, l'intraitable ennemi du roi, son rival. Le père espérait que l'obstacle renverserait le désir. Il remerciait presque M. de Beaufort, dont la légèreté ou la généreuse réflexion venait de remettre en doute le départ d'un fils, sa seule joie. Mais Raoul, toujours ferme et tranquille. « Monsieur le duc, répliqua-t-il, cette objection que vous me faites, je l'ai déjà résolue dans mon esprit. Je servirai sur vos vaisseaux, puisque vous me faites la grâce de m'emmener. Mais j'y servirai un maître plus puissant que le roi. J'y servirai Dieu. »« Dieu ? Comment cela ?» firent à la fois Athos et le prince. « Mon intention est de faire profession et de devenir chevalier de Malte, » ajouta Bragelonne, qui laissa tomber une à une ces paroles, plus glacées que les gouttes descendues des arbres noirs après les tempêtes de l'hiver. Sous ce dernier coup, Athos chancela et le prince fut ébranlé lui-même. Grimaud poussa un sourd gémissement et laissa tomber la bouteille, qui se brisa sur le tapis sans que nul y fît attention. M. de Beaufort regarda en face le jeune homme et lut sur ses traits, bien qu'il eût les yeux baissés, le feu d'une résolution devant laquelle tout devait céder. Quant à Athos, il connaissait cette âme tendre et inflexible. Il ne comptait pas la faire dévier du fatal chemin qu'elle venait de se choisir. Il serra la main que lui tendait le duc. « Comte, je pars dans 2 jours pour Toulon, » fit M. de Beaufort. « Me viendrez-vous retrouver à Paris pour que je sache votre résolution ? » « J'aurai l'honneur d'aller vous y remercier de toutes vos bontés, mon prince, » répliqua le comte. « Et amenez-moi toujours le vicomte, qu'il me suive ou ne me suive pas, » ajouta le duc. « Il a ma parole, et je ne lui demande que la vôtre. » Ayant ainsi jeté un peu de baume sur la blessure de ce cœur paternel, le duc tira l'oreille au vieux Grimaud, qui clignait des yeux plus qu'il n'est naturel, et il rejoignit son escorte dans le parterre. Les chevaux, reposés et frais par cette belle nuit, mirent l'espace entre le château et leur maître. Athos et Bragelonne se retrouvèrent seuls, face à face. 11 heures sonnaient.
Le père et le fils gardèrent l'un vis-à-vis de l'autre un silence que tout observateur intelligent eût deviné, plein de cris et de sanglots. Mais ces deux hommes étaient trempés de telle sorte que toute émotion s'enfonçait, perdue à jamais, quand ils avaient résolu de la comprimer dans leur cœur. Ils passèrent donc silencieux et presque haletants l'heure qui précède minuit. L'horloge, en sonnant, leur indiqua seule combien de minutes avait duré ce voyage douloureux fait par leurs âmes, dans l'immensité des souvenirs du passé et des craintes de l'avenir. Athos se leva le premier en disant « Il est tard. À demain, Raoul. » Raoul se leva à son tour et vint embrasser son père. Celui-ci le retint sur sa poitrine et lui dit d'une voix altérée « Dans 2 jours, vous m'aurez donc quitté à jamais, Raoul ?» « Monsieur, répliqua le jeune homme, j'avais fait un projet, celui de me percer le cœur avec mon épée. Mais vous m'eussiez trouvé lâche. J'ai renoncé à ce projet. Et puis, il fallait nous quitter. »« Vous me quittez en partant, Raoul. Écoutez-moi encore, monsieur, je vous en supplie. Si je ne pars pas, je mourrai ici de douleur et d'amour. Je sais combien j'ai encore de temps à vivre ici. Renvoyez-moi vite, monsieur, ou vous me verrez lâchement expirer sous vos yeux, dans votre maison. C'est plus fort que ma volonté. C'est plus fort que mes forces. Vous voyez bien que, depuis 1 mois, j'ai vécu 30 ans et que je suis au bout de ma vie. »« Alors, dit Athos froidement, vous partez avec l'intention d'aller vous faire tuer en Afrique ? Oh, dites-le, ne mentez pas. » Raoul pâlit et se tut pendant 2 secondes, qui furent pour son père 2 heures d'agonie. Puis, tout à coup, « Monsieur, dit-il, j'ai promis de me donner à Dieu. En échange de ce sacrifice que je fais de ma jeunesse et de ma liberté, je ne lui demanderai qu'une chose, c'est de me conserver pour vous, parce que vous êtes le seul lien qui m'attache encore à ce monde. Dieu seul peut me donner la force pour ne pas oublier que je vous dois tout et que rien ne me doit être avant vous. » Athos embrassa tendrement son fils et lui dit « Vous venez de me répondre une parole d'honnête homme. Dans 2 jours, nous serons chez monsieur de Beaufort, à Paris. Et c'est vous qui ferez alors ce qu'il vous conviendra de faire. Vous êtes libre, Raoul. Adieu. » Et il gagna lentement sa chambre à coucher. Raoul descendit dans le jardin, où il passa la nuit dans l'allée des tilleuls. Chapitre 234. Préparatifs de départ. Athos ne perdit plus le temps à combattre cette immuable résolution. Il mit tous ses soins à faire préparer, pendant les 2 jours que le duc lui avait accordés, tout l'équipage de Raoul. Ce travail regardait le bon Grimaud, lequel s'y appliqua sur-le-champ avec le cœur et l'intelligence qu'on lui connaît. Athos donna ordre à ce digne serviteur de prendre la route de Paris quand les équipages seraient prêts et, pour ne pas s'exposer à faire attendre le duc ou, tout au moins, à mettre Raoul en retard si le duc s'apercevait de son absence, il prit, dès le lendemain de la visite de M. de Beaufort, le chemin de Paris avec son fils. Ce fut pour le pauvre jeune homme une émotion bien facile à comprendre que celle d'un retour à Paris, au milieu de tous les gens qu'il avait connus et qu'il avait aimés. Chaque visage rappelait, à celui qui avait tant souffert une souffrance, à celui qui avait tant aimé, une circonstance de son amour. Raoul, en se rapprochant de Paris, se sentait mourir. Une fois à Paris, il n'exista réellement plus. Lorsqu'il arriva chez M. de Guiche, on lui expliqua que M. de Guiche était chez monsieur. Raoul prit le chemin du Luxembourg, et une fois arrivé, sans s'être douté qu'il allait dans un endroit où la Vallière avait vécu, il entendit tant de musique et respira tant de parfums, il entendit tant de rires joyeux et vit tant d'ombres dansantes, que, sans une charitable femme qu'il aperçut morne et pâle sous une portière, il fut demeuré là quelques moments, puis serait parti sans jamais revenir. Mais, comme nous l'avons dit, aux premières antichambres, il avait arrêté ses pas uniquement pour ne point se mêler à toutes ces existences heureuses qu'il sentait s'agiter dans les salles voisines. Et, comme un valet de monsieur, le reconnaissant, lui avait demandé s'il comptait voir monsieur ou madame,
Raoul lui avait à peine répondu et était tombé sur un banc près de la portière de velours, regardant une horloge qui venait de s'arrêter depuis 1 heure. Le valet avait passé, un autre était arrivé alors, plus instruit encore, et avait interrogé Raoul pour savoir s'il voulait qu'on prévînt M. de Guiche. Ce nom n'avait pas éveillé l'attention du pauvre Raoul. Le valet, insistant, s'était mis à raconter que de Guiche venait d'inventer un jeu de loterie nouveau et qu'il l'apprenait à ses dames. Raoul, ouvrant de grands yeux comme le distrait de Théophraste, n'avait plus répondu, mais sa tristesse en avait augmenté de 2 nuances. La tête renversée, les jambes molles, la bouche entr'ouverte pour laisser passer les soupirs, Raoul restait ainsi oublié dans cette antichambre, quand tout à coup, une robe passa en frôlant les portes d'un salon latéral qui débouchait sur cette galerie. Une femme jeune, jolie et rieuse, gourmandant un officier de service, arrivait par là et s'exprimait avec vivacité. L'officier répondait par des phrases calmes mais fermes. C'était plutôt un débat d'amants qu'une contestation de gens de cour, qui finit par un baiser sur les doigts de la dame. Soudain, en apercevant Raoul, la dame se tut et, repoussant l'officier, « Sauvez-vous, Malicorne, dit-elle. Je ne croyais pas qu'il y eût quelqu'un ici. Je vous maudis si l'on nous a entendus ou vus. » Malicorne s'enfuit en effet. La jeune dame s'avança derrière Raoul et, allongeant sa moue enjouée, « Monsieur est galant homme, dit-elle, et sans doute… » Elle s'interrompit pour proférer un cri. « Raoul » dit-elle en rougissant. « Mademoiselle de Montalais » fit Raoul, plus pâle que la mort. Il se leva en trébuchant et voulut prendre sa course sur la mosaïque glissante. Mais elle comprit cette douleur sauvage et cruelle. Elle sentit que, dans la fuite de Raoul, il y avait une accusation ou, tout au moins, un soupçon sur elle. Femme toujours vigilante, elle ne crut pas devoir laisser passer l'occasion d'une justification. Mais Raoul, arrêté par elle au milieu de cette galerie, ne semblait pas vouloir se rendre sans combat. Il le prit sur un ton tellement froid et embarrassé que, si l'un ou l'autre eût été surpris ainsi, toute la cour n'eût plus eu de doute sur la démarche de mademoiselle de Montalais. « Ah, monsieur, dit-elle avec dédain, c'est peu digne d'un gentilhomme, ce que vous faites. Mon cœur m'entraîne à vous parler. Vous me compromettez par un accueil presque incivil. Vous avez tort, monsieur, et vous confondez vos amis avec vos ennemis. Adieu. » Raoul s'était juré de ne jamais parler de Louise, de ne jamais regarder ceux qui auraient pu voir Louise. Il passait dans un autre monde pour n'y jamais rencontrer rien que Louise eût vu, rien qu'elle eût touché. Mais après le premier choc de son orgueil, après avoir entrevu Montalais, cette compagne de Louise, Montalais qui lui rappelait la petite tourelle de Blois et les joies de sa jeunesse, toute sa raison s'évanouit. « Pardonnez-moi, mademoiselle, il ne peut pas entrer dans ma pensée d'être incivil. »« Vous voulez me parler ?» dit-elle avec le sourire d'autrefois. « Eh bien, venez autre part, car ici nous pourrions être surpris. »« Où ?» fit-il. Elle regarda l'horloge avec indécision, puis, s'étant consultée, « Chez moi, continua-t-elle, nous avons 1 heure à nous. » Et, prenant sa course, plus légère qu'une fée, elle monta dans sa chambre, et Raoul la suivit. Là, fermant la porte et remettant aux mains de sa camériste la mante qu'elle avait tenue jusque-là sous son bras, « Vous cherchez monsieur de Guiche ?» dit-elle à Raoul. « Oui, mademoiselle. »« Je vais le prier de monter ici, tout à l'heure, quand je vous aurai parlé. »« Faites, mademoiselle. »« M'en voulez-vous ?» Raoul la regarda un moment, puis, baissant les yeux, « Oui, dit-il. »« Vous croyez que j'ai trempé dans ce complot de votre rupture ?»« Rupture, dit-il avec amertume. Oh, mademoiselle, il n'y a pas rupture là où jamais il n'y a eu amour. »« Erreur, répliqua Montalais. Louise vous aimait. » Raoul tressaillit. « Pas d'amour, je le sais, mais elle vous aimait, et vous eussiez dû l'épouser avant de partir pour Londres. » Raoul poussa un éclat de rire sinistre qui donna le frisson à Montalais. « Vous me dites cela bien à votre aise, mademoiselle. Épouse-t-on celle que l'on veut ? Vous oubliez donc que le roi gardait déjà pour lui sa maîtresse, dont nous parlons. »« Écoutez,
reprit la jeune femme en serrant les mains froides de Raoul dans les siennes. Vous avez eu tous les torts. Un homme de votre âge ne doit pas laisser seule une femme du sien. Il n'y a plus de foi au monde, alors, dit Raoul. Non, vicomte, répliqua tranquillement Montalais. Cependant, je dois vous dire que si, au lieu d'aimer froidement et philosophiquement Louise, vous l'eussiez éveillée à l'amour... Assez, je vous en prie, mademoiselle, dit Raoul. Je sens que vous êtes toutes et tous d'un autre siècle que moi. Vous savez rire et vous railler agréablement. Moi, j'aimais mademoiselle de... Raoul ne put prononcer son nom. Je l'aimais. Eh bien, je croyais en elle. Aujourd'hui, j'en suis quitte pour ne plus l'aimer. Oh, vicomte, dit Montalais en lui montrant un miroir. Je sais ce que vous voulez dire, mademoiselle. Je suis bien changé, n'est-ce pas? Eh bien, savez-vous pour quelle raison? C'est que mon visage à moi est le miroir de mon cœur. Le dedans a changé comme le dehors. Vous êtes consolé? Dit aigrement Montalais. Non, je ne me consolerai jamais. On ne vous comprendra point, monsieur de Bragelonne. Je m'en soucie peu. Je me comprends trop bien, moi. Vous n'avez même pas essayé de parler à Louise? Moi? S'écria le jeune homme avec des yeux étincelants. Moi? En vérité, pourquoi ne me conseillez-vous pas de l'épouser? Peut-être le roi y consentirait-il aujourd'hui. Et il se leva plein de colère. Je vois, dit Montalais, que vous n'êtes pas guéri, et que Louise a un ennemi de plus. Un ennemi de plus? Oui, les favorites sont mal chéries à la cour de France. Oh, tant qu'il lui reste son amant pour la défendre, n'est-ce pas assez? Elle l'a choisi de qualité telle que les ennemis ne prévaudront pas contre lui. Mais, s'arrêtant tout à coup, « Et puis, elle vous a pour amie, mademoiselle », ajouta-t-il avec une nuance d'ironie qui ne glissa point hors de la cuirasse. « Moi? Oh, non, je ne suis plus de celle que daigne regarder mademoiselle de la Vallière, mais... » Ce « mais », si gros de menaces et d'orage, ce « mais » qui fit battre le cœur de Raoul, tant il présageait de douleur à celle que jadis il aimait tant, ce terrible « mais », significatif chez une femme comme Montalais, fut interrompu par un bruit assez fort que les deux interlocuteurs entendirent dans l'alcôve, derrière la boiserie. Montalais dressa l'oreille, et Raoul se levait déjà, quand une femme entra, toute tranquille, par cette porte secrète, qu'elle referma derrière elle. « Madame » s'écria Raoul en reconnaissant la belle-sœur du roi. « Oh, malheureuse » murmura Montalais en se jetant, mais trop tard, devant la princesse. « Je me suis trompée d'1 heure. » Elle eut cependant le temps de prévenir madame qui marchait sur Raoul. « Monsieur de Bragelonne, madame » Et, sur ces mots, la princesse recula en poussant un cri à son tour. « Votre Altesse royale » dit Montalais avec volubilité, « est donc assez bonne pour penser à cette loterie et... » La princesse commençait à perdre contenance. Raoul pressa à la hâte sa sortie sans deviner tout encore, et il sentait cependant qu'il gênait. Madame préparait un mot de transition pour se remettre, lorsqu'une armoire s'ouvrit en face de l'alcôve et que M. de Guiche sortit tout radieux aussi de cette armoire. Le plus pâle des 4, il faut le dire, ce fut encore Raoul. Cependant, la princesse faillit s'évanouir et s'appuya sur le pied du lit. Nul n'osa la soutenir. Cette scène occupa quelques minutes dans un terrible silence. Raoul le rompit. Il alla au comte, dont l'émotion inexprimable faisait trembler les genoux, et, lui prenant la main, « Cher comte, dit-il, dites bien à madame que je suis trop malheureux pour ne pas mériter mon pardon. Dites-lui bien aussi que j'ai aimé dans ma vie, et que l'horreur de la trahison qu'on m'a faite me rend inexorable pour toute autre trahison qui se commettrait autour de moi. Voilà pourquoi, mademoiselle, dit-il en souriant à Montalais, je ne divulguerai jamais le secret des visites de mon ami chez vous. Obtenez de madame qui est si clémente et si généreuse. Obtenez qu'elle vous les pardonne aussi, elle qui vous a surprise tout à l'heure. Vous êtes libres l'un et l'autre. Aimez-vous. Soyez heureux.
La princesse eut un mouvement de désespoir qui ne se peut traduire. Il lui répugnait, malgré l'exquise délicatesse dont venait de faire preuve Raoul, de se sentir à la merci d'une indiscrétion. Il lui répugnait également d'accepter l'échappatoire offerte par cette délicate supercherie. Vive, nerveuse, elle se débattait contre la double morsure de ses deux chagrins. Raoul la comprit et vint encore une fois à son aide, fléchissant le genou devant elle. « Madame, lui dit-il tout bas, dans 2 jours, je serai loin de Paris. Et, dans 15 jours, je serai loin de la France. Et jamais plus on ne me reverra. »« Vous partez ?» pensa-t-elle joyeuse. « Avec monsieur de Beaufort. »« En Afrique !» s'écria De Guiche à son tour. « Vous, Raoul ? Oh, mon ami, en Afrique où l'on meurt !» Et, oubliant tout, oubliant que son oubli même compromettait plus éloquemment la princesse que sa présence, « Ingrat, dit-il, vous ne m'avez pas même consulté. » Et il l'embrassa. Pendant ce temps, Montalais avait fait disparaître madame. Elle était disparue elle-même. Raoul passa une main sur son front et dit en souriant : « J'ai rêvé. » Puis, vivement à De Guiche, qui l'absorbait peu à peu, « Ami, dit-il, je ne me cache pas de vous, qui êtes l'élu de mon cœur. Je vais mourir là-bas. Votre secret ne passera pas l'année. »« Oh, Raoul, un homme !»« Savez-vous ma pensée, De Guiche ? La voici. C'est que je vivrai plus, étant couché sous la terre, que je ne vis depuis 1 mois. On est chrétien, mon ami, et si une pareille souffrance continuait, je ne répondrais plus de mon âme. » De Guiche voulut faire ses objections. « Plus un mot sur moi, dit Raoul. Un conseil à vous, cher ami. C'est d'une bien autre importance, ce que je vais vous dire. »« Comment cela ? » ?»« Sans doute, vous risquez bien plus que moi, vous, puisqu'on vous aime. » »« Oh ! Ce m'est une joie si douce que de pouvoir vous parler ainsi. Eh bien, De Guiche, défiez-vous de Montalais. C'est une bonne amie. Elle était amie de celle que vous savez. Elle l'a perdue par l'orgueil. Vous vous trompez. Et aujourd'hui qu'elle l'a perdue, elle veut lui ravir la seule chose qui rende cette femme excusable à mes yeux. Laquelle ? Son amour. Que voulez-vous dire ? Je veux dire qu'il y a un complot formé contre celle qui est la maîtresse du roi, complot formé dans la maison même de madame. Le pouvez-vous croire ? J'en suis certain. Par Montalais ? Prenez-la comme la moins dangereuse des ennemis que je redoute pour l'autre. Expliquez-vous bien, mon ami, et si je puis vous comprendre, en 2 mots, madame a été jalouse du roi. Je le sais. Oh, ne craignez rien. On vous aime, De Guiche. Sentez-vous tout le prix de ces 2 mots ? Ils signifient que vous pouvez lever le front, que vous pouvez dormir tranquille, que vous pouvez remercier Dieu à chaque minute de votre vie. On vous aime. Cela signifie que vous pouvez tout entendre, même le conseil d'un ami qui veut vous ménager votre bonheur. On vous aime, De Guiche. On vous aime. Vous ne passerez point ces nuits atroces, ces nuits sans fin que traversent, l'œil aride et le cœur dévoré, d'autres gens destinés à mourir. Vous vivrez longtemps, si vous faites comme l'avare qui, brin à brin, miette à miette, caresse et entasse diamants et or. On vous aime. Permettez-moi de vous dire ce qu'il faut faire pour qu'on vous aime toujours. De Guiche regarda quelque temps ce malheureux jeune homme à moitié fou de désespoir, et il lui passa dans l'âme comme un remords de son bonheur. Raoul se remettait de son exaltation fiévreuse pour prendre la voix et la physionomie d'un homme impassible. « On fera souffrir, dit-il, celle dont je voudrais encore pouvoir dire le nom. Jurez-moi, non seulement que vous n'y aiderez en rien, mais encore que vous la défendrez quand il se pourra, comme je l'eusse fait moi-même. »« Je le jure, répliqua De Guiche. Et, dit Raoul, un jour que vous lui aurez rendu quelque grand service, un jour qu'elle vous remerciera, promettez-moi de lui dire ces paroles. Je vous ai fait ce bien, madame, sur la recommandation de monsieur de Bragelonne, à qui vous avez fait tant de mal. Je le jure.
murmura De Guiche attendri. Voilà tout. Adieu. Je pars demain, ou après, pour Toulon. Si vous avez quelques heures, donnez-les-moi. Tout, tout, s'écria le jeune homme. Merci. Et qu'allez-vous faire de ce pas? Je m'en vais retrouver monsieur le comte chez Planchet, où nous espérons trouver monsieur d'Artagnan. Monsieur d'Artagnan? Je veux l'embrasser avant mon départ. C'est un brave homme qui m'aimait. Adieu, cher ami. On vous attend sans doute. Vous me retrouverez, quand il vous plaira, au logis du comte. Adieu. Les deux jeunes gens s'embrassèrent. Ceux qui les eussent vus ainsi l'un et l'autre n'eussent pas manqué de dire en montrant Raoul: c'est celui-là qui est l'homme heureux. Chapitre 235. L'inventaire de Planchet. Athos, pendant la visite faite au Luxembourg par Raoul, était allé, en effet, chez Planchet pour avoir des nouvelles de d'Artagnan. Le gentilhomme, en arrivant rue des Lombards, trouva la boutique de l'épicier fort encombrée. Mais ce n'était pas l'encombrement d'une vente heureuse ou celui d'un arrivage de marchandises. Planchet ne trônait pas comme d'habitude sur les sacs et les barils. Non. Un garçon, la plume à l'oreille, un autre, le carnet à la main, inscrivait force chiffres, tandis qu'un troisième comptait et pesait. Il s'agissait d'un inventaire. Athos, qui n'était pas commerçant, se sentit un peu embarrassé par les obstacles matériels et la majesté de ceux qui instrumentaient ainsi. Il voyait renvoyer plusieurs pratiques et se demandait si lui, qui ne venait rien acheter, ne serait pas, à plus forte raison, importun. Aussi demanda-t-il fort poliment au garçon comment on pourrait parler à M. Planchet. La réponse, assez négligente, fut que M. Planchet achevait ses malles. Ces mots firent dresser l'oreille à Athos. « Comment, ses malles ?» dit-il. « M. Planchet part-il ?»« Oui, monsieur, sur l'heure. »« Alors, messieurs, veuillez le faire prévenir que M. le comte de la Fère désire lui parler un moment. » Au nom du comte de la Fère, un des garçons, accoutumé sans doute à n'entendre prononcer ce nom qu'avec respect, se détacha pour aller prévenir Planchet. Ce fut le moment où Raoul, libre enfin, après sa cruelle scène avec Montalais, arrivait chez l'épicier. Planchet, sur le rapport de son garçon, quitta sa besogne et accourut. « Ah, monsieur le comte, dit-il, que de joie! Et quelle étoile vous amène ?» « Mon cher Planchet, dit Athos en serrant les mains de son fils, dont il remarquait à la dérobée l'air attristé. Nous venons savoir de vous. Mais dans quel embarras je vous trouve? Vous êtes blanc comme un meunier. Où vous êtes-vous fourré? Ah, diable, prenez garde, monsieur, et ne m'approchez pas, que je ne me sois bien secoué. Pourquoi donc? Farine ou poudre ne font que blanchir. Non pas, non pas. Ce que vous voyez là, sur mes bras, c'est de l'arsenic. De l'arsenic? Oui, je fais mes provisions pour les rats. Oh, dans un établissement comme celui-ci, les rats jouent un grand rôle. Ce n'est pas de cet établissement que je m'occupe, monsieur le comte. Les rats m'y ont plus mangé qu'ils ne me mangeront. Que voulez-vous dire? Mais vous avez pu le voir, monsieur le comte, on fait mon inventaire. Vous quittez le commerce? Eh, mon Dieu, oui, je cède mon fonds à un de mes garçons. Bah, vous êtes donc assez riche? Monsieur, j'ai pris la ville en dégoût. Je ne sais si c'est parce que je vieillis et que, comme le disait un jour monsieur d'Artagnan, quand on vieillit, on pense plus souvent aux choses de la jeunesse. Mais depuis quelque temps, je me sens entraîné vers la campagne et le jardinage. J'étais paysan, moi, autrefois. Et Planchet ponctua cet aveu d'un petit rire un peu prétentieux pour un homme qui eût fait profession d'humilité. Athos approuva du geste. « Vous achetez des terres ?» dit-il ensuite. « J'ai acheté, monsieur. »« Ah, tant mieux. Une petite maison à Fontainebleau et quelques 20 arpents aux alentours. Très bien, Planchet, mon compliment. Mais, monsieur, nous sommes bien mal ici. Voilà que ma maudite poussière vous fait tousser. Corbleu, je ne me soucie pas d'empoisonner le plus digne gentilhomme de ce royaume. » Athos ne sourit pas à cette plaisanterie que lui décochait Planchet pour s'essayer aux facéties mondaines. « Oui, dit-il, causons à l'écart. Chez vous, par exemple. Vous avez un chez vous, n'est-ce pas ?
Certainement, monsieur le comte. Là-haut, peut-être. Et Athos, voyant Planchet embarrassé, voulut le dégager en passant devant. C'est que, dit Planchet en hésitant. Athos se méprit au sens de cette hésitation et, l'attribuant à une crainte qu'aurait l'épicier d'offrir une hospitalité médiocre, « N'importe, n'importe, dit-il en passant toujours. Le logement d'un marchand, dans ce quartier, a le droit de ne pas être un palais. Allons toujours. » Raoul le précéda lestement et entra. 2 cris se firent entendre simultanément. On pourrait dire 3. L'un de ces cris domina les autres. Il était poussé par une femme. L'autre sortit de la bouche de Raoul. C'était une exclamation de surprise. Il ne l'eut pas plutôt poussé qu'il ferma vivement la porte. Le 3e était de l'effroi. Planchet l'avait proféré. « Pardon, ajouta-t-il, c'est que madame s'habille. » Raoul avait vu sans doute que Planchet disait vrai, car il fit un pas pour redescendre. « Madame, dit Athos. Ah, pardon, mon cher, j'ignorais que vous eussiez là-haut. C'est Truchen, ajouta Planchet un peu rouge. C'est ce qu'il vous plaira, mon bon Planchet. Pardon de notre indiscrétion. Non, non, montez à présent, messieurs. Nous n'en ferons rien, dit Athos. Oh, madame étant prévenue, elle aura eu le temps. Non, Planchet, adieu. Eh, messieurs, vous ne voudriez pas me désobliger ainsi en demeurant sur l'escalier ou en sortant de chez moi sans vous être assis? Si nous eussions su que vous aviez une dame là-haut, répondit Athos avec son sang-froid habituel, nous eussions demandé à la saluer. Planchet fut si décontenancé par cette exquise impertinence qu'il força le passage et ouvrit lui-même la porte pour faire entrer le comte et son fils. Truchen était tout à fait vêtu, costume de marchanderie chez Coquette, œil d'Allemande aux prises avec des yeux français. Elle céda la place après 2 révérences et descendit à la boutique. Mais ce ne fut pas sans avoir écouté aux portes pour savoir ce que diraient d'elle à Planchet les gentilshommes, ses visiteurs. Athos s'en doutait bien, et ne mit pas la conversation sur ce chapitre. Planchet, lui, grillait de donner des explications devant lesquelles fuyait Athos. Aussi, comme certaines ténacités sont plus fortes que toutes les autres, Athos fut-il forcé d'entendre Planchet raconter ses idylles de félicité, traduites en un langage plus chaste que celui de Longus. Ainsi Planchet raconta-t-il que Truchen avait charmé son âge mûr et porté bonheur à ses affaires, comme Route à Bouze. « Il ne vous manque plus que des héritiers de votre prospérité, dit Athos. « Si j'en avais un, celui-là aurait 300 000 livres, répliqua Planchet. « Il faut l'avoir, dit flegmatiquement Athos, ne fût-ce que pour ne pas laisser perdre votre petite fortune. » Ce mot, petite fortune, mit Planchet à son rang, comme autrefois la voix du sergent quand Planchet n'était que piqueur dans le régiment de Piémont où l'avait placé Rochefort. Athos comprit que l'épicier épouserait Truchen et que, bon gré mal gré, il ferait souche. Cela lui apparut d'autant plus évidemment qu'il apprit que le garçon auquel Planchet vendait son fonds était un cousin de Truchen. Athos se souvint que ce garçon était rouge de teint comme une giroflée, crépus de cheveux et carré d'épaules. Il savait tout ce qu'on peut, tout ce qu'on doit savoir sur le sort d'un épicier. Les belles robes de Truchen ne payaient pas seules l'ennui qu'elle éprouverait à s'occuper de nature champêtre et de jardinage en compagnie d'un mari grisonnant. Athos comprit donc, comme nous l'avons dit, et, sans transition, « Que fait monsieur d'Artagnan » dit-il. « On ne l'a pas trouvé au Louvre. »« Ah, monsieur le comte, monsieur d'Artagnan a disparu. »« Disparu » fit Athos avec surprise. « Oh, monsieur, nous savons ce que cela veut dire. Mais moi, je ne le sais pas. Quand monsieur d'Artagnan disparaît, c'est toujours pour quelque mission ou quelque affaire. »« Il vous en aurait parlé ? » ?»« Jamais. »« Vous avez su autrefois cependant son départ pour l'Angleterre. »« À cause de la spéculation, fit étourdiment Planchet. »« La spéculation ? » ?»« Je veux dire, interrompit Planchet, gêné. »« Bien, bien, vos affaires, non plus que celles de notre ami, ne sont en jeu. L'intérêt qu'il nous inspire m'a poussé seul à vous questionner. Puisque le capitaine des mousquetaires n'est pas ici, puisque l'on ne peut obtenir de vous aucun renseignement sur l'endroit où on pourrait rencontrer monsieur d'Artagnan, nous allons prendre congé de vous.
Au revoir, Planchet. Au revoir. Partons, Raoul. Monsieur le comte, je voudrais pouvoir vous dire… Nullement, nullement. Ce n'est pas moi qui reproche à un serviteur la discrétion. Ce mot « serviteur » frappa rudement le demi-millionnaire Planchet, mais le respect et la bonhomie naturelle l'emportèrent sur l'orgueil. « Il n'y a rien d'indiscret à vous dire, monsieur le comte, que monsieur d'Artagnan est venu ici l'autre jour. »« Ah, ah, et qu'il y est resté plusieurs heures à consulter une carte géographique. »« Vous avez raison, mon ami, n'en dites pas davantage. »« Et cette carte, la voici comme preuve, » ajouta Planchet, qui alla la chercher sur la muraille voisine, où elle était suspendue par une tresse formant triangle avec la traverse à laquelle était cloué le plan consulté par le capitaine lors de sa visite à Planchet. Il apporta, en effet, au comte de la Fère une carte de France, sur laquelle l'œil exercé de celui-ci découvrit un itinéraire pointé avec de petites épingles. Là où l'épingle manquait, le trou faisait foi et jalon. Athos, en suivant du regard les épingles et les trous, vit que d'Artagnan avait dû prendre la direction du Midi et marcher jusqu'à la Méditerranée, du côté de Toulon. C'était auprès de Cannes que s'arrêtaient les marques et les endroits ponctués. Le comte de la Fère se creusa pendant quelques instants la cervelle pour deviner ce que le mousquetaire allait faire à Cannes et quel motif il pouvait avoir pour aller observer les rives du Var. Les réflexions d'Athos ne lui suggérèrent rien. Sa perspicacité accoutumée resta en défaut. Raoul ne devina pas plus que son père. « N'importe, » dit le jeune homme au comte, qui, silencieusement et du doigt, lui avait fait comprendre la marche de d'Artagnan. « On peut avouer qu'il y a une providence toujours occupée de rapprocher notre destinée de celle de monsieur d'Artagnan. Le voilà du côté de Cannes, et vous, monsieur, vous me conduisez au moins jusqu'à Toulon. Soyez sûr que nous le retrouverons bien plus aisément sur notre route que sur cette carte. » Puis, prenant congé de Planchet, qui gourmandait ses garçons, même le cousin de Truchen, son successeur, les gentilshommes se mirent en chemin pour aller rendre visite à monsieur le duc de Beaufort. À la sortie de la boutique de l'épicier, ils virent un coche, dépositaire futur des charmes de mademoiselle Truchen et des sacs d'écus de monsieur Planchet. « Chacun s'achemine au bonheur par la route qu'il choisit, » dit tristement Raoul. « Route de Fontainebleau !» cria Planchet à son cocher. Chapitre 236 L'inventaire de monsieur de Beaufort. Avoir causé de d'Artagnan avec Planchet, avoir vu Planchet quitter Paris pour s'ensevelir dans la retraite, c'était pour Athos et son fils comme un dernier adieu à tout ce bruit de la capitale, à leur vie d'autrefois. Que laissaient-ils, en effet, derrière eux, ces gens dont l'un avait épuisé tout le siècle dernier avec la gloire et l'autre tout l'âge nouveau avec le malheur? Évidemment, ni l'un ni l'autre de ces deux hommes n'avaient rien à demander à leurs contemporains. Il ne restait plus qu'à rendre une visite à monsieur de Beaufort et à régler les conditions de départ. Le duc était logé magnifiquement à Paris. Il avait le train superbe des grandes fortunes que certains vieillards se rappelaient avoir vu fleurir du temps des libéralités de Henri III. Alors, réellement, certains grands seigneurs étaient plus riches que le roi. Ils le savaient, en usaient et ne se privaient pas du plaisir d'humilier un peu sa majesté royale. C'était cette aristocratie égoïste que Richelieu avait contrainte à contribuer de son sang, de sa bourse et de ses révérences à ce qu'on appela dès lors le service du roi. Depuis Louis XI, le terrible faucheur des grands, jusqu'à Richelieu, combien de familles avaient relevé la tête? Combien, depuis Richelieu jusqu'à Louis XIV, l'avaient courbée, qui ne la relevèrent plus? Mais M. de Beaufort était né prince et d'un sang qui ne se répand point sur les échafauds, si ce n'est par sentence des peuples. Ce prince avait donc conservé une grande habitude de vivre. Comment payait-il ses chevaux, ses gens et sa table? Nul ne le savait, lui moins que les autres. Seulement, il y avait alors le privilège pour les fils de roi, que nul ne refusait de devenir leur créancier, soit par respect, soit par dévouement, soit par la persuasion que l'on serait payé un jour.
Athos et Raoul trouvèrent donc la maison du prince encombrée à la façon de celle de Planchet. Le duc aussi faisait son inventaire, c'est-à-dire qu'il distribuait à ses amis, tous ses créanciers, chaque valeur un peu considérable de sa maison. Devant 2 millions à peu près, ce qui était énorme alors, M. de Beaufort avait calculé qu'il ne pourrait partir pour l'Afrique sans une belle somme, et, pour trouver cette somme, il distribuait aux créanciers passés vaisselle, armes, joyaux et meubles, ce qui était plus magnifique que de vendre, et lui rapportait le double. En effet, comment un homme auquel on doit 10 000 livres refuse-t-il d'emporter un présent de 6 000, rehaussé du mérite d'avoir appartenu aux descendants de Henri IV, et comment, après avoir emporté ce présent, refuserait-il 10 000 autres livres à ce généreux seigneur ? C'est donc ce qui était arrivé. Le prince n'avait plus de maison, ce qui devient inutile à un amiral dont l'appartement est son navire. Il n'avait plus d'armes superflues, depuis qu'il se plaçait au milieu de ses canons. Plus de joyaux que la mer eût pu dévorer. Mais il avait 300 ou 400 000 écus dans ses coffres. Et partout, dans la maison, il y avait un mouvement joyeux de gens qui croyaient piller Monseigneur. Le prince possédait au suprême degré l'art de rendre heureux les créanciers les plus à plaindre. Tout homme pressé, toute bourse vide, rencontrait chez lui patience et intelligence de sa position. Aux uns, il disait « Je voudrais bien avoir ce que vous avez, je vous le donnerai. » Et aux autres « Je n'ai que cette aiguière d'argent, elle vaut toujours bien 500 livres, prenez-la. » Ce qui fait, tant la bonne mine est un paiement courant, que le prince trouvait sans cesse à renouveler ses créanciers. Cette fois, il n'y mettait plus de cérémonie, et l'on eût dit un pillage. Il donnait tout. La fable orientale de ce pauvre arabe qui enlève du pillage d'un palais une marmite au fond de laquelle il a caché un sac d'or, et que tout le monde laisse passer librement et sans le jalouser, cette fable était devenue chez le prince une vérité. Bon nombre de fournisseurs se payaient sur les offices du duc. Ainsi, l'état de bouche, qui pillait les vestiaires et les selleries, trouvait peu de prix dans ces riens que prisaient bien fort les selliers ou les tailleurs. Jaloux de rapporter chez leurs femmes des confitures données par Monseigneur, on les voyait bondir joyeux sous le poids des terrines et des bouteilles glorieusement estampillées aux armes du prince. M. de Beaufort finit par donner ses chevaux et le foin des greniers. Il fit plus de 30 heureux avec ses batteries de cuisine, et 300 avec sa cave. De plus, tous ces gens s'en allaient avec la conviction que M. de Beaufort n'agissait de la sorte qu'en prévision d'une nouvelle fortune cachée sous les tentes arabes. On se répétait, tout en dévastant son hôtel, qu'il était envoyé à Djidjeli par le roi pour reconstituer sa richesse perdue, que les trésors d'Afrique seraient partagés par moitié entre l'amiral et le roi de France, que ces trésors consistaient en des mines de diamants ou d'autres pierres fabuleuses. Les mines d'argent ou d'or de l'Atlas n'obtenaient pas même l'honneur d'une mention. Outre les mines à exploiter, ce qui n'arriverait qu'après la campagne, il y aurait le butin fait par l'armée. M. de Beaufort mettrait la main sur tout ce que les riches écumeurs de mer avaient volé à la chrétienté depuis la bataille de Lépante. Le nombre des millions ne se comptait plus. Or, pourquoi aurait-il ménagé les pauvres ustensiles de sa vie passée, celui qui allait être en quête des plus rares trésors? Et, réciproquement, comment aurait-on ménagé le bien de celui qui se ménageait si peu lui-même? Voilà quelle était la situation. Athos, avec son regard investigateur, s'en rendit compte du premier coup d'œil. Il trouva l'amiral de France un peu étourdi, car il sortait d'une table de 50 couverts, où l'on avait bu longtemps à la prospérité de l'expédition, où, au dessert, on avait abandonné les restes aux valets et les plats vides aux curieux. Le prince s'était enivré de sa ruine et de sa popularité tout ensemble. Il avait bu son ancien vin à la santé de son vin futur. Quand il vit Athos avec Raoul, « Voilà, s'écria-t-il, mon aide de camp que l'on m'amène. Venez par ici, comte. Venez par ici, vicomte. » Athos cherchait un passage dans la jonchée de linge et de vaisselle. « Ah oui, enjambez, dit le duc. » Et il offrit un verre plein à Athos. Celui-ci accepta.
Raoul mouilla ses lèvres à peine. « Voici votre commission, dit le prince à Raoul. Je l'avais préparée, comptant sur vous. Vous allez courir devant moi jusqu'à Antibes. Oui, monseigneur. Voici l'ordre. » Et M. de Beaufort donna l'ordre à Bragelonne. « Connaissez-vous la mer ?» dit-il. « Oui, monseigneur, j'ai voyagé avec monsieur le prince. »« Bien, tous ces chalands, toutes ces allèges m'attendront pour me faire escorte et charrier mes provisions. Il faut que l'armée puisse s'embarquer dans 15 jours au plus tard. Ce sera fait, monseigneur. Le présent ordre vous donne le droit de visite et de recherche dans toutes les îles qui longent la côte. Vous y ferez les enrôlements et les enlèvements que vous voudrez pour moi. Oui, monsieur le duc. Et comme vous êtes un homme actif, comme vous travaillerez beaucoup, vous dépenserez beaucoup d'argent. J'espère que non, monseigneur. J'espère que si. Mon intendant a préparé des bons de 1000 livres payables sur les villes du Midi. On vous en donnera 100. Allez, cher vicomte. Athos interrompit le prince. Gardez votre argent, monseigneur. La guerre se fait chez les Arabes avec de l'or autant qu'avec du plomb. Je veux essayer du contraire, repartit le duc. Et puis, vous savez, mes idées sur mon expédition. Beaucoup de bruit, beaucoup de feu, et je disparaîtrai, s'il le faut, dans la fumée. Ayant ainsi parlé, M. de Beaufort voulut se remettre à rire. Mais il était mal tombé avec Athos et Raoul. Il s'en aperçut aussitôt. « Ah, dit-il avec l'égoïsme courtois de son rang et de son âge, vous êtes des gens qu'il ne faut pas voir après le dîner. Froid, roide et sec. Quand je suis tout feu, tout souplesse et tout vin. Non, le diable m'emporte. Je vous verrai toujours à jeun, vicomte. Et vous, comte, si vous continuez, je ne vous verrai plus. » Et il disait cela en serrant la main d'Athos, qui lui répondit en souriant. « Monseigneur, ne faites pas cet éclat, parce que vous avez beaucoup d'argent. Je vous prédis que, avant 1 mois, vous serez sec, roide et froid, en présence de votre coffre, et qu'alors, ayant Raoul à vos côtés, vous serez surpris de le voir gai, bouillant et généreux, parce qu'il aura des écus neufs à vous offrir. »« Dieu vous entende !» s'écria le duc enchanté. « Je vous garde, comte. »« Non, je pars avec Raoul. La mission dont vous le chargez est pénible, difficile. Seul, il aurait trop de peine à la remplir. Vous ne faites pas attention, monseigneur, que vous venez de lui donner un commandement de premier ordre. »« Bah. Et dans la marine ? » ?»« C'est vrai. Mais ne fait-on pas tout ce qu'on veut quand on lui ressemble ? Monseigneur, vous ne trouverez nulle part autant de zèle et d'intelligence, autant de réelle bravoure que chez Raoul. Mais s'il vous manquait votre embarquement, vous n'auriez que ce que vous méritez. »« Le voilà qui me gronde. »« Monseigneur, pour approvisionner une flotte, pour rallier une flottille, pour enrôler votre service maritime, il faudrait 1 an à un amiral. Raoul est un capitaine de cavalerie, et vous lui donnez 15 jours. Je vous dis qu'il s'en tirera. Je le crois bien, mais je l'y aiderai. J'ai bien compté sur vous, et je compte bien même qu'une fois à Toulon, vous ne le laisserez pas partir seul. »« Oh !» fit Athos en secouant la tête. « Patience, patience. Monseigneur, laissez-nous prendre congé. »« Allez donc, et que ma fortune vous aide. »« Adieu, monseigneur, et que votre fortune vous aide aussi. » « Voilà une expédition bien commencée, dit Athos à son fils. Pas de vivres, pas de réserve, pas de flottille de charge. Que fera-t-on ainsi ? » Bon, murmura Raoul, si tous y vont faire ce que j'y ferai, les vivres ne manqueront pas. Monsieur, répliqua sévèrement Athos, ne soyez pas injuste et fou dans votre égoïsme ou dans votre douleur, comme il vous plaira. Dès que vous partez pour cette guerre avec l'intention d'y mourir, vous n'avez besoin de personne, et ce n'était pas la peine de vous faire recommander à M. de Beaufort. Dès que vous approchez du prince commandant, dès que vous acceptez la responsabilité d'une charge dans l'armée, il ne s'agit plus de vous. Il s'agit de tous ces pauvres soldats qui, comme vous, ont un cœur et un corps, qui pleureront la patrie et souffriront toutes les nécessités de la condition humaine. Sachez, Raoul, que l'officier est un ministre aussi utile qu'un prêtre, et qu'il doit avoir plus de charité qu'un prêtre. Monsieur, je le savais et je l'ai pratiqué. Je l'eusse fait encore, mais vous oubliez aussi que vous êtes d'un pays fier de sa gloire militaire. Allez mourir si vous voulez,
mais ne mourrez pas sans honneur et sans profit pour la France. Allons, Raoul, ne vous attristez pas de mes paroles. Je vous aime et voudrais que vous fussiez parfait. J'aime vos reproches, monsieur, dit doucement le jeune homme. Ils me guérissent. Ils me prouvent que quelqu'un m'aime encore. Et maintenant, partons, Raoul. Le temps est si beau, le ciel est si pur, ce ciel que nous trouverons toujours au-dessus de nos têtes, que vous reverrez plus pur encore à Djidjeli, et qui vous parlera de moi, là-bas, comme ici, il me parle de Dieu. Les deux gentilshommes, après s'être accordés sur ce point, s'entretinrent des folles façons du duc, convinrent que la France serait servie d'une manière incomplète dans l'esprit et la pratique de l'expédition, et, ayant résumé cette politique par le mot vanité, ils se mirent en marche pour obéir à leur volonté plus encore qu'au destin. Le sacrifice était accompli.